Bon, bienvenue, bonsoir. J'ai 25 minutes jusqu'à 18h, c'est ça? Je crois, je ne sais pas. On va partir sur ce principe-là. Super. Donc, je vais développer 3 réflexions sur les LLM. Voilà, je me présente, je suis youtubeur, Monsieur Phi, je fais des vidéos sur Internet où je parle souvent des LLM. J'ai écrit un livre il n'y a pas longtemps à ce sujet-là. Et j'ai énormément de choses à dire dans cette conférence, donc je ne vais pas traîner. Ça va être peut-être un peu dense, mais j'espère que ça vous intéressera. Je vais traiter 3 questions. La première, c'est est-ce que les LLM sont des perroquets stochastiques? Les LLM, c'est les grands modèles de langage, tout ce qu'il y a derrière ChatGPT. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer ça quand même. On peut y aller. Donc, les LLM sont-ils des perroquets stochastiques? Et là, je vais répondre clairement non. Il faut vraiment arrêter avec cette image. Elle est juste erronée. Et je vais présenter un résultat bien précis qui permet d'expliquer vraiment pourquoi. Deuxième question, peut-on attribuer des croyances, des intentions, etc. à des LLM, ou bien est-ce une forme d'anthropomorphisme abusif? Et là, ma réponse sera un peu plus spéculative, mais je vais prendre le contre-pied d'un certain bon sens qui nous met en garde contre l'anthropomorphisme. Je vais défendre que c'est plutôt légitime comme attitude en fait. Je suis désolé, j'entends dans... Vous l'entendez aussi ce truc là derrière? C'est très perturbant, je suis désolé. S'il y a moyen de le couper? Ouais, merci, super. Merveilleux. Ok, troisième question. Peut-on attribuer une forme de une forme de conscience au LLM? Et là, la réponse va être globalement, on n'en sait rien. Et c'est pas parce que j'y connais rien, hein, on va vraiment voir que c'est le consensus actuel des sciences de la conscience. Voilà, donc ça fait beaucoup, et chacune de ces questions mériterait des heures de présentation en elle-même, donc je vais forcément devoir sacrifier pas mal de détails, mais ça me semblait intéressant de réunir ces trois questions ensemble, vous allez voir pourquoi. Première question, donc, les LLM sont-ils des perroquets stochastiques? Alors déjà, qu'est-ce que ça signifie? On sait que ça vient de cet article-là. Hein. Que signifie cette expression? Donc, un perroquet, c'est quoi? C'est quelque chose qui répète des sons sans comprendre ce qu'ils signifient. Donc, quand on présente les LLM comme des perroquets, on veut dire qu'ils répètent ce qu'ils ont vu dans leurs données d'entraînement, mais sans compréhension de ce que ça signifie. Et si on ajoute le mot stochastique pour exprimer, pour préciser l'expression, c'est dans l'idée que ça ne répète pas à l'identique. Il y a un processus probabiliste dans la génération du texte, mais fondamentalement, ça resterait de la répétition de régularité extraite des données d'entraînement. Et le LLM se comporterait toujours comme ça, ce serait une limite intrinsèque dans leur fonctionnement. Alors je vais montrer, à partir d'un exemple très précis, très riche d'enseignements je pense, mais assez méconnu, en quoi cette conception est fausse. Donc, considérez cette chaîne de caractères et faites une prédiction des 3 prochains caractères. C'est pas facile. C'est pas facile et c'est normal parce qu'il est probable que vous ne compreniez pas cette séquence. Alors, le terme comprendre, il est très flou, très ambigu. Je pense que c'est typiquement le genre de terme pour lequel c'est important de distinguer des degrés de compréhension, c'est pas tout ou rien. Et dans le cas présent, pour cette chaîne de caractères en particulier, vous allez voir qu'on peut donner un critère assez net du seuil de compréhension suffisant pour considérer que vous avez vraiment compris cette séquence de caractères. Déjà, il y a une première chose que vous aurez peut-être remarqué, certains d'entre vous, c'est qu'il s'agit en fait d'un historique de coups d'échec. C'est un historique de coups d'échec en notation algébrique, c'est la notation standard qui permet de raconter la partie de façon très resserrée comme ça. Si vous l'aviez identifié comme tel, vous avez déjà une meilleure compréhension de cette chaîne de caractères. Vous comprenez notamment que prédire ce qui vient juste après le 19, là, ça revient à prédire le 19e coup des Blancs dans cette partie. Mais même en sachant ça, vous aurez du mal à prédire ces caractères parce que vous ne savez pas dans quelle position on est au 19e coup. Donc, vous pouvez toujours essayer de prédire en tâtonnant, mais ça risque d'être la prédiction d'un coup plutôt mauvais et peut-être même un coup illégal. Il y a même de fortes chances pour que vous n'arriviez pas à prédire même simplement un coup légal. Sauf, il y a un seul cas où vous arriverez à faire mieux, c'est si vous êtes capable de jouer aux échecs à l'aveugle. C'est-à-dire, on vous donne juste l'historique des coups et vous êtes capable de manipuler dans votre tête une représentation de l'échiquier. Et dans ce cas, juste en lisant attentivement cette chaîne de caractères, vous devriez savoir qu'on arrive au 19e coup à cette situation précisément. Donc voilà, ça c'est un critère assez clair de compréhension de cette chaîne de caractères. Si à partir de cette chaîne de caractères, vous êtes arrivé à cette représentation-là dans votre tête, on peut dire que vous l'avez vraiment comprise. Bravo. Et cette bonne compréhension, elle permet en plus une meilleure prédiction parce que à partir du moment où vous voyez cette position, c'est assez facile de prédire par exemple cavalier G6. Hein, ça paraît assez logique comme coup. Il s'affiche pas, mince. C'est cavalier G6, donc si le cavalier descend, c'est le seul moyen de sauver le cavalier. Je suis désolé, je pensais. Ah oui, si, ça s'est affiché, mais ça ne s'est pas affiché sur l'échiquier.
Donc voilà, à partir du moment où vous voyez la position de l'échiquier, vous comprenez vraiment la séquence, ça restreint énormément l'espace des prédictions pertinentes. Ce n'est pas la seule prédiction qui devient pertinente, mais typiquement, ça devient très facile de ne pas jouer un coup illégal, et ça permet aussi de jouer des coups qui ont un sens dans la position. Alors, revenons au LLM, parce que je ne vais pas que vous parler des échecs, même si je vais souvent en parler. Si les LLM étaient des perroquets stochastiques, ça impliquerait qu'ils aient quel type de compétences quand ils prédisent la suite de ce type de chaîne de caractères. En gros, ce à quoi on devrait s'attendre, c'est que ça reconnaisse un historique de coups, ça ok, parce qu'effectivement il y en a dans les données d'entraînement, donc à partir du moment où il y en a, c'est possible que ça identifie ce type de chaîne de caractères, et ça pourrait répéter des séquences de coups fréquentes, ou éventuellement ça pourrait se fier à des petites heuristiques pour répéter des schémas de coups classiques. Mais ce que ça ne pourrait pas, c'est que ça ne pourrait pas manipuler une représentation interne de l'échiquier, parce que ça ne comprend pas réellement le jeu. Donc au mieux, ça pourrait donner l'illusion de jouer, surtout dans les ouvertures où ce sont souvent les mêmes séquences de coups qui reviennent exactement, mais sans représentation interne du jeu, dès qu'on est en milieu de partie et que la position sur l'échiquier devient unique, elle ne s'est jamais trouvée dans ces bases de données, donc le LLM est perdu, le perroquet ne saura plus quoi répéter et fera plein de coups illégaux. Et là, vous vous dites peut-être que tout ce que je viens de dire, ça confirme exactement que les LLM sont des perroquets stochastiques, puisque c'est bien comme ça que jouent les LLM. Vous avez peut-être cette idée-là sur le fonctionnement des LLM, vous dites sortie de l'ouverture, ils sont effectivement nuls aux échecs. Voilà par exemple ce que pouvait écrire quelqu'un sur LinkedIn, et ça a été beaucoup repris cet exemple-là. Il essaye de faire jouer je ne sais plus quel modèle, il ne le précise pas, je pense que c'était genre ChatGPT 5 déjà, et il le fait jouer contre un Atari et ça perd lamentablement. Voilà, vous essayez de faire une partie avec ChatGPT et vous verrez, ça ne comprend pas les échecs, c'est juste un perroquet stochastique en effet. Sauf que si c'était vraiment un perroquet stochastique, ce serait toujours un perroquet stochastique. Il n'y aurait juste aucun moyen de faire jouer un LLM à un niveau raisonnable, sans coût illégal ou presque. Or, c'est quelque chose de très bien documenté, c'est pas très connu mais c'est très bien documenté. Le modèle GPT 3.5 Turbo Instruct, donc on parle d'un modèle assez ancien, bien plus petit que les modèles actuels. En gros, c'est une version modifiée du LLM qui était derrière le tout premier ChatGPT. Eh bien, cette version-là peut jouer en aveugle à 1800 Elo avec 99,95% de coups légaux. Et si vous ne savez pas ce que représente 1800 Elo, c'est que ça joue beaucoup mieux que vous. En gros, c'est le niveau d'un bon joueur de club. Et bon, si vous savez ce qu'est 1800 Elo, voilà, ça vous donne une idée du niveau. C'est pas exceptionnel, c'est pas très bon pour une IA, mais pour un être humain, c'est un bon niveau. Quelqu'un qui joue à ce niveau-là, on ne va pas remettre en cause le fait qu'il comprend ce que c'est que les échecs. Le moyen pour y arriver était surprenamment simple. En fait, on lui donne juste à compléter un historique de coups exactement comme je vous ai montré. C'est pour ça que je disais que le modèle joue à l'aveugle. On ne lui montre pas l'échiquier, on ne lui donne pas même une représentation symbolique de ce qu'il y a sur l'échiquier au moment où il doit prédire le coup. Non, on lui donne juste l'historique de coups. Et pourquoi les versions chatbot de GPT, par contre, n'ont pas cette même capacité et jouent souvent mal? Alors, c'est pas entièrement clair. Il semble que le système prompt, le fait qu'on interagisse via un chat joue, parce qu'en gros là ça marche parce qu'on l'utilise simplement en complétion de texte, mais aujourd'hui ChatGPT vous ne pouvez pas l'utiliser simplement en complétion de texte. Le RLHF aussi semble nuire à cette capacité, même si on peut en partie la retrouver avec certaines méthodes de prompt particulières. Mais bref, je vais passer pas mal de détails, j'en parle vraiment beaucoup plus longuement dans mon livre si ça vous intéresse. J'ai tout un chapitre sur ce sujet, mais là donc je vais devoir abréger. Pour y voir plus clair sur cette capacité surprenante, il y a un chercheur qui s'appelle Adam Karvonen qui a essayé de reproduire ça dans un tout petit LLM de 50 millions de paramètres. 50 millions de paramètres, ça peut paraître gros, mais c'est des milliers de fois plus petit que GPT 3.5 Turbo Instruct qui comptait 175 milliards de paramètres. Et lui-même est encore d'un ordre de grandeur plus petit que GPT 4, 5 et plus. Et donc, voilà. Bref, c'est vraiment un micro LLM. Et il l'a entraîné uniquement à la tâche que je vous ai montrée, c'est-à-dire prédire le prochain token sur des historiques de coups d'échecs, sans jamais lui expliquer de quoi il s'agit. Simplement, il lui donne une immense base de données d'historiques de coups d'échecs, et à partir de là, il lui dit prédis la suite. Et donc, il a appelé son modèle ChessGPT de façon pratique. Très rapidement, il s'est rendu compte que ChessGPT ne fait quasi aucun coup illégal et joue au niveau d'un joueur humain moyen. Donc ça marche, c'est clairement la preuve qu'une capacité de ce genre a pu émerger dans une version de GPT 3.5, pourvu qu'ils aient bien mis quelques bases de données d'historique de parties d'échecs dans leurs données d'entraînement. Et il se trouve que, par ailleurs, on sait que c'est le cas, OpenAI a mis des données issues de bases de données de joueurs au-dessus de 1800 Elo, justement.
Ce qui est très intéressant avec cette expérience, c'est qu'Adam Karvonen a poussé le truc plus loin. Il a utilisé une technique de sonde qui avait été développée pour une expérience assez similaire sur le jeu Othello, qui est indiqué, c'est la référence qui est indiquée en bas là. Et avec cette technique-là, il a réussi à mettre en évidence l'existence d'une représentation complète de la position de l'échiquier encodée dans les états internes du modèle pendant qu'il est en train de prédire le prochain coup. En gros, au départ de l'entraînement, cette représentation, elle est introuvable, évidemment, parce qu'il n'a jamais interagi avec des historiques de coups, et ça émerge progressivement au cours de l'entraînement. Et ce qui prouve de façon assez claire qu'il a vraiment mis le doigt sur cette représentation, c'est que Karvonen a montré qu'on peut même modifier cette représentation interne pour modifier l'idée que le LLM se fait de la position de l'échiquier, et ça modifie les coups qui vont être prédits à partir de là. Donc ça prouve vraiment que c'est vraiment cet échiquier interne qui est en quelque sorte l'échiquier que le modèle manipule pour prédire ses coups. Et au demeurant, ça paraît assez logique parce que pouvoir jouer aux échecs à ce niveau-là, sans même un coup illégal, ce serait une capacité inenvisageable si c'était simplement une sorte de perroquet qui ne fait que répéter ses données d'entraînement en se fiant à des régularités de surface. Un modèle qui joue en aveugle ne devrait pas réussir à jouer sans coup illégal une fois sorti de l'ouverture quand la position de l'échiquier est unique. Pour y arriver, il est nécessaire d'avoir une représentation qui suit l'évolution de la position sur l'échiquier. C'est juste un outil indispensable. Et alors certes, on a entraîné le modèle seulement à une tâche de prédiction de prochains tokens, mais cette représentation interne, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un outil de prédiction. En fait, c'est même l'outil de prédiction parfait pour ce type de tâche. Hein, les chaînes de caractères de ce genre, à première vue, c'est complètement chaotique, ça paraît très imprévisible, c'est assez déroutant. Le seul moyen d'y mettre vraiment de l'ordre, d'être moins surpris par les prochains caractères qui vont venir, c'est de comprendre le jeu sous-jacent. Hein, à partir du moment où on comprend le jeu sous-jacent, on comprend que c'est une représentation d'une partie d'échecs, tout à coup, il devient clair que NG6, donc ce qui correspond à cavalier G6, c'est l'une des seules suites logiques. On voit donc là, à travers ce tout petit exemple, qu'un modèle peut finir par se construire une représentation assez fidèle du processus réel qui a produit les données sur lesquelles on l'entraîne, à savoir ici le jeu d'échecs. Hein, si on essaye de prendre un peu de recul, on peut se dire que pour ChatGPT, le monde extérieur, au sens de la réalité extérieure qui a produit les données sur lesquelles on l'entraîne, c'est quoi ? Ça se réduit au jeu d'échecs. Et donc, on peut dire que ChatGPT s'est forgé une représentation du monde. Pas parfaite, certes, mais tout de même assez correcte. Alors, c'est un tout petit exemple. Évidemment, c'est un exemple joué en quelque sorte. C'est très limité, mais il faut se dire aussi que c'est un tout petit modèle. C'est vraiment un minuscule LLM comparé au LLM généraliste. Et ça fournit un cas vraiment clair et indéniable de LLM qui ne se comporte pas en perroquet stochastique. Et si ça existe dans ce type de tout minuscule modèle, il va de soi que ça s'applique aussi, à plus forte raison, à des LLM des milliers de fois plus gros et complexes, comme GPT 3.5, où on a justement trouvé une capacité similaire à jouer aux échecs. Alors, je traite une petite objection que vous pourriez me faire à ce moment-là, c'est oui, mais quand même, de temps en temps, moi, je constate que le modèle avec lequel j'interagis, il se comporte un peu en perroquet. Hein, et vous pourrez sans doute me donner plein d'exemples où les modèles se comportent vraiment de façon bête. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre avec l'argument du perroquet stochastique. Notez bien que les êtres humains aussi se comportent très souvent en perroquet, et même parfois en perroquet pas tout à fait stochastique. Hein, par exemple, il y a un certain soi-disant expert de l'IA qui répète depuis 3 ans que le taux de pertinence des LLM est de 64%. Hein. C'est un perroquet, même pas stochastique en l'occurrence. Mais ça ne prouve pas que les humains en général sont des perroquets stochastiques. Pour réfuter ça, il suffit de montrer qu'au moins parfois, les humains ne se comportent pas en perroquet. Et c'est pareil pour les LLM. Si c'était vraiment des perroquets stochastiques, ils le seraient toujours, ce serait systématique, ce serait une limite qui serait inscrite vraiment dans le fonctionnement et qui serait indépassable pour cette raison-là. Et donc, il suffit de montrer des cas où leur performance dépasse clairement ce qu'on peut attendre de la répétition stochastique des données d'entraînement pour montrer que ce ne sont pas des perroquets stochastiques. Et donc, c'est exactement ce que je viens de faire avec le cas des échecs. Donc, vraiment, j'aimerais qu'on arrête avec cette reductio ad psittacus, la réduction au perroquet, c'est parfaitement intenable. Et le cas des échecs n'est évidemment pas le seul qui va dans ce sens. J'aime bien cet exemple-là parce qu'il est très précis et concret, mais il y en a des tas. Les LLM ne sont pas des perroquets stochastiques, on a affaire à des objets bien plus surprenants et complexes que ça. Donc voilà, ça c'était mon premier point sur les perroquets stochastiques. C'était celui qui m'aura pris le plus de temps, c'est normal. J'en viens maintenant à mon deuxième point sur l'anthropomorphisme abusif avec les LLM. Très souvent,
pour justifier qu'il ne faut pas faire d'anthropomorphisme, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prêter des intentions, des croyances, autrement dit, plaquer des conceptions psychologiques humaines sur les LLM, on fait valoir une sorte de réduction de leur fonctionnement à un niveau de description qui semble exclure ce type de concept. Typiquement, on va dire non mais un LLM c'est quoi? C'est juste un prédicteur de prochain token, ou alors c'est juste un tas de transistors, c'est juste une grosse fonction mathématique, etc. Et ces descriptions sont en général techniquement correctes. Mais notez bien qu'on peut en faire autant d'un être humain, hein. Vous êtes juste là, tout autant que vous êtes, des amas de cellules en symbiose, vous êtes juste des véhicules pour des gènes sélectionnés pour maximiser leur dissémination, et votre cerveau ne fait rien d'autre que réaliser une grosse fonction qui transforme de l'influx nerveux entrant en influx nerveux sortant, etc. Et on peut admettre tout ça sans exclure qu'à un autre niveau de description, il est pertinent d'utiliser le vocabulaire de la psychologie pour décrire ce qui se passe avec ces amas de cellules que vous êtes. Donc, pouvoir donner une description d'un système qui exclut les concepts psychologiques, ce n'est pas en soi un argument pour exclure la pertinence de ces concepts. C'est une idée assez simple, mais j'ai l'impression que ce n'est pas clair dans la tête de beaucoup de gens, tant c'est souvent mis en avant l'idée c'est juste un prédicteur de token, comme si c'était le point final à une discussion sur ce sujet. Pour les LLM, si vous voulez, il ne suffit pas de dire que c'est juste un tas de transistors ou une grosse fonction. Pour vraiment exclure la pertinence du niveau psychologique dans leur description, il faudrait expliquer en quoi ce vocabulaire n'est pas pertinent. Il faudrait un argument positif en ce sens. Et en fait, ce n'est pas si simple de le donner. Et on peut donner au contraire des arguments qui justifient l'emploi de ce vocabulaire. Revenons un moment sur ChatGPT parce que c'est vraiment un cas très instructif. Si je joue une partie d'échecs contre ChatGPT, je vais décrire ma partie en utilisant des concepts de jeu d'échecs. Je vais dire quelque chose comme « je joue E4 » et puis là il me répond cavalier F6, etc. etc. Et là, certains pourraient faire exactement la même objection, ils pourraient me dire « non mais il ne faut pas utiliser ce vocabulaire-là, il ne faut pas en parler comme ça ne joue pas aux échecs, ça ne fait que prédire le prochain token parce que c'est juste un tas de transistors, etc. Il ne faut pas faire d'échichéomorphisme en somme. » Et c'est pas totalement erroné au sens où si on a affaire à un LLM qui joue effectivement comme un perroquet stochastique, qui ne fait jamais que se souvenir plus ou moins d'historique de coups dans ses données d'entraînement et qui les répète sans avoir vraiment une représentation du jeu, ce serait pertinent comme remarque. Un LLM, dans cette mesure-là, ne ferait pas réellement intervenir des concepts échiquéens dans sa prédiction de token et donc on pourrait effectivement faire valoir cette objection. Mais dans ChatGPT, justement, on a pu prouver qu'il y a encodé dans les états d'activation interne du réseau une représentation de l'échiquier, hein, une représentation des pièces, etc., des mouvements, et ça intervient vraiment dans la prédiction du coup. Pour cette raison, il semble entièrement justifié de décrire le comportement de ChatGPT avec des concepts échiquéens. C'est clairement un niveau de description pertinent puisqu'il joue en manipulant cette représentation interne de l'échiquier. En somme, l'échichéomorphisme, pour ce modèle ChatGPT, n'a rien d'abusif, c'est tout à fait légitime. Bon. Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer sur l'anthropomorphisme, me direz-vous? Vous me voyez peut-être venir, mais je vais clarifier comment est-ce qu'on peut traduire cet argument pour l'anthropomorphisme. Donc l'anthropomorphisme dans les LLM généralistes. Il se trouve que nous, humains, on a une capacité un peu particulière qu'on appelle la théorie de l'esprit. Alors attention, c'est un terme qui est vraiment mal choisi parce qu'on pense parfois que c'est genre une théorie sur la nature de l'esprit, mais pas du tout. La théorie de l'esprit en sciences cognitives, c'est juste l'aptitude à attribuer des états psychologiques aux autres, donc typiquement des croyances, des intentions, etc. Et à pouvoir en quelque sorte simuler leur fonctionnement psychologique et de s'en servir pour prédire leur comportement. Ça deviendra plus clair avec un exemple. L'exemple typique qui met en jeu la théorie de l'esprit, c'est le test de Sally et Anne. L'idée c'est simple, c'est un petit scénario. Sally cache une bille dans un panier, mais pendant que Sally est partie, Anne va cacher la bille dans la boîte, puis Sally revient et cherche la bille. Et la question cruciale qu'on pose, c'est où Sally va-t-elle chercher la bille? C'est pas très compliqué, hein. Je pense que vous êtes capable de répondre qu'elle va le chercher dans le panier, là où elle croit que c'est. Mais avant un certain âge, autour de 4 ans, les enfants ont du mal à prédire ça, à prédire que Sally va chercher la bille là où elle croit qu'elle se trouve, à savoir dans le panier, et non là où nous savons qu'elle est. Autrement dit, ils ont du mal à attribuer des fausses croyances. C'est le signe que la théorie de l'esprit, à cet âge-là, est en cours de maturation, c'est pas tout à fait pleinement développé. Et c'est pour ça que l'enfant a du mal à attribuer une croyance fausse et de prédire le comportement conformément à cette croyance fausse. Ce qui est intéressant avec le cas de Sally et Anne, c'est qu'on voit que la théorie de l'esprit, elle joue avant tout un rôle d'outil de prédiction. C'est un test de prédiction de comportement, en fait. Et disposer d'une bonne théorie de l'esprit, ça rend le comportement des agents humains beaucoup moins surprenant, beaucoup plus prévisible. Si vous n'avez pas une bonne théorie de l'esprit, par contre, ce que font les êtres humains vous paraît un petit peu chaotique et bizarre.
Et il se trouve que les LLM passent avec succès les tests qui mettent à l'épreuve la théorie de l'esprit. Alors c'est pas seulement les tests à base de fausses croyances, il y en a toutes sortes d'autres. Donc globalement, il semble que les LLM aient de bonnes compétences en théorie de l'esprit et au fur et à mesure qu'ils se complexifient, ils en ont de meilleures même. Et quelque part, c'est pas du tout étonnant en fait, parce que on a vu avec le cas des échecs qu'une représentation interne du jeu émerge comme un outil de prédiction pour mettre de l'ordre dans les données d'entraînement qui correspondent à des historiques de coups d'échecs. Or, dans le cas de GPT 3.5 Turbo Instruct, qui est un modèle généraliste, il n'a pas été entraîné spécifiquement là-dessus, ces données sur les échecs, ça représente une minuscule goutte d'eau dans un océan de données d'entraînement extraordinairement diverses. Et pourtant, ça a suffi pour que cette représentation interne émerge. Dans le reste du corpus d'entraînement des LLM en général, qu'est-ce qui est surtout représenté? Eh bien, il y a énormément d'interactions humaines. La plus grande part des données mettent en jeu d'une façon ou d'une autre des êtres humains qui font ou qui disent des trucs. C'est vraiment une part très importante des données. Pour mettre de l'ordre dans ces données, forger une représentation interne du fonctionnement psychologique de ces humains, autrement dit, construire une théorie de l'esprit plus ou moins analogue à la nôtre, ce serait un outil de prédiction quasi indispensable. De même qu'il serait extraordinaire qu'un LLM soit capable de jouer à 1800 Elo sans coût illégal, sans avoir de représentation interne du jeu analogue au vrai jeu d'échecs, il serait extraordinaire qu'un LLM soit capable d'être si bon dans des tâches qui impliquent une théorie de l'esprit, sans avoir une représentation interne analogue à une théorie de l'esprit. Alors, notez bien que là, ce point reste quand même un peu spéculatif parce que l'interprétabilité des LLM, ça reste une tâche difficile. Ce sont des grosses boîtes noires. Pour ChatGPT, qui est un tout petit LLM, Carvonen a pu utiliser cette technique des sondes pour mettre en évidence une représentation interne de l'échiquier dans les états d'activation interne. Donc c'est un des rares cas où on a vraiment un élément tangible pour dire que là, on tient une représentation interne. Mais quand on passe à des LLM généralistes de grosse taille, c'est forcément bien compliqué. Et à ma connaissance, je ne crois pas qu'on ait pu mettre en évidence de façon aussi tangible qu'il y a bien une représentation interne d'une théorie de l'esprit, même s'il y a quand même cet article-là qui est ce qui s'en rapproche le plus à ma connaissance. Ceci dit, on peut aussi se dire que est-ce qu'on est capable de mettre en évidence cette représentation interne chez un être humain? En fait, quand on cherche à tester la théorie de l'esprit chez l'être humain, c'est au niveau du comportement qu'on la détecte. Avoir une théorie de l'esprit, c'est avant tout être un assez bon prédicteur de tel et tel aspect du comportement humain. C'est juste cet aspect-là, finalement. Et les LLM cochent sans problème ce genre de cases et le font de mieux en mieux. Bon, et donc, qu'est-ce que tout ça nous dit concernant l'anthropomorphisme pour les LLM? Eh bien, il faut savoir que quand vous interagissez avec un chatbot fondé sur un LLM, ce qui se passe, c'est qu'on a un système prompt caché qui dit quelque chose de forme « tu es un assistant IA qui a tel et tel trait, qui a tel et tel objectif ». Et c'est souvent assez détaillé sur ces objectifs et sur la personnalité de l'assistant IA. Là, je vous ai mis un extrait du système prompt de Claude, par exemple. Et donc, à la fin du système prompt, il y a quelque chose du type voici un début de conversation avec un utilisateur et on va seulement faire prédire au LLM la partie du dialogue, en quelque sorte fictif, où cet assistant IA est censé parler, de sorte donc que pour prédire cette suite de texte, le LLM se retrouve à devoir simuler le comportement verbal de cette persona d'assistant IA. Ce faisant, dans la mesure où on sait que les LLM ont des capacités assez bonnes en théorie de l'esprit, c'est-à-dire qu'ils peuvent modéliser le fonctionnement psychologique d'un agent avec des croyances, des intentions, etc., il est raisonnable de supposer que lorsqu'il doit simuler le comportement verbal de cette persona d'assistant IA, il le fait à partir d'une représentation interne de sa psychologie d'assistant IA avec ses intentions, ses croyances, etc. Le système prompt, c'est typiquement dans ces extraits-là que j'ai affichés, il attribue typiquement à l'assistant IA des intentions comme l'intention d'être utile à l'utilisateur, d'être honnête, de ne pas nuire, etc. Et le LLM s'efforce ensuite de simuler son comportement verbal de façon cohérente par rapport à ses intentions indiquées. Refuser d'utiliser le vocabulaire psychologique pour décrire ce qui se passe dans le comportement du LLM sous prétexte que ce n'est qu'un prédicteur de texte ou un tas de transistors, ça me semble aussi bizarre que de refuser d'utiliser le vocabulaire des échecs pour décrire ce que fait ChatGPT quand il joue aux échecs. Techniquement, c'est vrai, il ne fait que prédire un prochain token et c'est juste un tas de transistors, c'est factuel, mais dire ça, c'est juste adopter un niveau de description complètement inadapté alors qu'on sait qu'on a de bonnes raisons de penser que les concepts échiquéens renvoient bien à quelque chose dans le fonctionnement du modèle. Et je pense qu'il en est de même pour les concepts psychologiques et les LLM généralistes. Ça renvoie très probablement à quelque chose d'analogue dans le fonctionnement du modèle. Donc, dans cette mesure-là, décrire les LLM en usant de concepts psychologiques, ce n'est pas de l'anthropomorphisme abusif. Si je décris mon toaster
en disant qu'il veut toaster mes tartines, là, ça ok, c'est de l'anthropomorphisme abusif parce qu'il n'y a rien dans le fonctionnement interne d'un toaster qui corresponde à une intention. Mais quand je demande à ChatGPT comment toaster mes tartines, on peut légitimement dire que la persona d'assistant IA que simule le LLM a l'intention de m'aider à comprendre comment toaster mes tartines, parce qu'il est raisonnable de présumer qu'il y a bien dans le LLM une représentation interne d'une théorie de l'esprit pour cet assistant IA, et que le LLM simule son comportement verbal en lui prêtant effectivement une telle intention. Voilà. C'est donc le point que je voulais développer à propos de l'anthropomorphisme, et peut-être que ça ne vous satisfait pas entièrement, parce que il y a une certaine confusion sur l'accusation d'anthropomorphisme. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on est très enclin à mettre en garde contre l'anthropomorphisme, c'est que par là, parfois, on veut dire quelque chose d'un peu différent, qui est, en gros, attention, les LLM donnent peut-être l'impression d'avoir des intentions, des croyances, etc. Peut-être qu'ils se comportent en effet comme s'ils avaient tout ça, et peut-être même qu'il y a quelque chose d'analogue dans leur fonctionnement interne qui représente tout ça. On peut l'admettre, mais le point important, ce serait de dire qu'ils ne font pas réellement, pas subjectivement, l'expérience d'une intention, d'une croyance, etc. Autrement dit, ils ne sont pas réellement conscients. Ce serait ça le point crucial, la conscience. Alors déjà, notez bien que ma façon d'expliquer en quoi les concepts psychologiques peuvent être légitimes à appliquer au LLM n'implique rien concernant cette question de l'expérience subjective ou de la conscience. De même que utiliser des concepts échiquiens pour parler de ChatGPT, par exemple, ça ne suppose pas par là que le modèle fait l'expérience subjective de jouer aux échecs, bien sûr. C'est deux questions séparées. Et donc, ça me paraît important de vraiment bien distinguer ces deux enjeux. Il y a l'enjeu d'accusation d'anthropomorphisme, bien comprise, qui devrait être de savoir si les concepts psychologiques hérités de la psychologie humaine relèvent d'un niveau de description légitime pour parler des LLM. Et j'ai expliqué pourquoi je pensais que c'était le cas. Et maintenant, il y a aussi une autre question tout à fait séparée qui concerne la conscience ou l'expérience subjective des LLM. Et c'est donc ce dont je vais parler dans cette troisième partie. Les LLM sont-ils conscients ou le seront-ils ? Il est assez bien vu de se gausser des naïfs qui pensent que leur chatbot est conscient et de leur opposer une sorte d'évidence de bon sens que jamais un simple tas de transistors qui ne fait qu'exécuter une fonction mathématique ne pourrait être conscient. C'est un petit peu comme au début de la section précédente. Là encore, c'est un très mauvais argument puisque vous-même, vous n'êtes jamais qu'un tas de cellules et la part de ce tas à laquelle il semble qu'on doive votre conscience, c'est quoi ? C'est votre cerveau, ce n'est jamais qu'un tas de neurones qui transforment de l'influx nerveux selon une certaine fonction, certes complexe, mais jusqu'à preuve de contraire, on ne voit pas pourquoi ce ne serait pas une fonction calculable. A priori, il n'y a rien de magique dans ce fonctionnement. Ou alors peut-être qu'il y a quelque chose de magique, vous pensez, dans ce cas vous avez une sorte de fond de vitalisme et vous supposez que oui, la vie est un peu magique, on ne peut pas l'expliquer, c'est une sorte de force vitale obscure. Ou encore vous pouvez être franchement dualiste et supposer qu'il y a en nous une âme immortelle qui agit mystérieusement sur la matière de notre corps. Mais bon, voilà, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de discussion possible, c'est un point de vue, c'est une affaire de foi en quelque sorte, mais disons que le point de vue scientifique consensuel, c'est plutôt de considérer que nous sommes nous-mêmes des machines biologiques et qu'on n'a aucun besoin de faire intervenir une âme immatérielle pour rendre compte de son fonctionnement. Donc, le fait que les LLM soient des tas de transistors qui exécutent une grosse fonction mathématique, ça n'exclut ni n'implique rien concernant leur possible conscience. C'est tout à fait, c'est un point de départ pour la discussion sur lequel j'aimerais qu'on s'accorde. Précisons également ce qu'on entend par conscience ici. Par conscience, j'entends le côté subjectif et qualitatif de l'expérience vécue. C'est typiquement l'effet que ça vous fait quand vous faites mal, quand vous avez une douleur très vive, vous avez un certain ressenti bien précis. Eh bien ça relève de la conscience, de ce que les philosophes appellent la conscience phénoménale. L'expérience de douleur, c'est vraiment l'exemple caractéristique de ça. Et notez bien que c'est largement séparé de la question de l'intelligence, en fait. Contrairement à une idée répandue où on pense que se poser la question si les IA vont devenir vraiment intelligentes, c'est une façon de demander est-ce que les IA vont devenir vraiment conscientes ? Ce serait genre une sorte de synonyme, mais pas du tout. Et une preuve de ça, c'est que typiquement, on pense que les animaux éprouvent de la douleur, donc sont conscients, et la capacité à éprouver de la douleur n'est pas spécialement liée, corrélée à une intelligence plus ou moins grande. C'est vraiment deux questions qui sont assez séparées. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la conscience des LLM ou des IA en général ? Eh bien, pas grand-chose. Et c'est très perturbant. Il y a quelque chose dont il faut se rendre compte, c'est que l'état des sciences de la conscience, aujourd'hui, donc la partie des sciences cognitives qui essaye vraiment d'expliquer, de rendre compte du phénomène de la conscience, c'est un état très très balbutiant, c'est presque proto-scientifique, au sens où on a plein de modèles distincts, et il n'y a pas d'unité du tout, on ne sait pas du tout dans quelle direction aller, c'est
c'est balbutiant, quoi. On a une poignée de théories en compétition, donc, mais aucune n'est satisfaisante, même pour une tâche aussi modeste que essayer d'identifier les corrélats neuraux de la conscience chez l'être humain. Et on n'arrive pas, on peut observer ce qui se passe dans le cerveau quand on est conscient, mais identifier qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le fonctionnement du cerveau au moment où on est conscient qui explique la conscience, ça, on n'a pas vraiment de bonne théorie pour ça. Et du coup, on n'a aucune théorie assez précise pour faire des prédictions substantielles concernant les systèmes d'IA. Ça, c'est un article qui est tiré d'un gros rapport qui avait été fait pour faire un peu l'état des lieux sur ce qu'on sait de la conscience des IA, en se basant justement sur ce que peuvent nous enseigner les sciences de la conscience. Et la conclusion de ce rapport, globalement, c'est on ne sait pas. Quelque part, c'est un article qui est pas très bon, qui est pas très satisfaisant à lire, mais la leçon qu'il faut en tirer, c'est justement ça, c'est que c'est pas satisfaisant à lire et c'est le mieux qu'on puisse faire sur le sujet de la conscience des IA. Alors, les auteurs de la première version de l'article en 2023, ils penchaient quand même, ils exprimaient quand même une préférence vers le fait que l'attribution de conscience au système actuel était plutôt illégitime, mais c'était pas clairement argumenté là-dedans, c'était plutôt une sorte d'intuition des chercheurs au moment du rapport. Et en fait, la conclusion de l'article était surtout très très ouverte concernant les systèmes futurs et insistait sur la nécessité d'en apprendre plus pour combler notre ignorance. Clairement, on n'en sait pas assez sur la conscience pour pouvoir dire quoi que ce soit de substantiel sur la conscience des IA en réalité. Quiconque soutient le contraire, quiconque soutient comme une évidence que les IA ne sont pas et ne seront jamais conscientes, prouve par là qu'il surestime totalement sa connaissance de la littérature sur le sujet. En vérité, la conscience pose un problème très difficile aux philosophes et aux scientifiques, et on n'a pas même le début d'une bonne explication de comment un système physique peut produire des états de conscience subjectifs. On peine encore à identifier ce qui se passe de spécifique dans le cerveau quand on est conscient, et appliquer le peu qu'on croit savoir sur la conscience à des systèmes d'IA est juste complètement hasardeux. On essaye d'expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas pour rendre compte de quelque chose qu'on ne comprend pas, en gros. Ça marche pas très bien du coup. Ce qui est frappant, c'est que jusqu'à récemment, ça ne nous gênait pas plus que ça, parce que jusqu'à récemment, la seule raison pour laquelle on ne se posait pas la question de la conscience des machines, ça tenait à ce que rien dans leur comportement ne soit le signe d'un comportement conscient. Je n'ai pas besoin d'avoir une théorie de la conscience bien précise pour savoir qu'un toaster n'est pas conscient. Il me suffit de constater son comportement et d'avoir une petite idée de son fonctionnement interne qui n'est pas très compliqué, quoi. En revanche, comment est-ce que je sais que vous êtes conscient ? C'est avant tout votre comportement qui me l'indique. Hein, je n'ai pas accès à votre subjectivité, je ne peux pas faire l'expérience de votre douleur, je peux juste vous voir crier quand vous faites mal. Et je peux avoir aussi des idées du fonctionnement interne, je peux me dire que vous êtes physiologiquement assez semblable, ça aussi, c'est un autre bon indice. Mais le premier des indices, c'est avant tout le comportement. Or, avec les progrès récents des IA, on a de plus en plus affaire à des systèmes qui ont des comportements qui semblaient jusque-là caractéristiques de la conscience et de la pensée. En particulier, la maîtrise du langage naturel. Ça paraît étrange de le dire aujourd'hui, mais pendant des siècles, le langage naturel, c'était vraiment le critère quasi indissociable de la pensée. Un critère qui semblait presque excessif, au sens où il y a beaucoup de choses auxquelles on était prêt à attribuer de la pensée et qui n'étaient pas capables de maîtriser le langage naturel. Or, aujourd'hui, non seulement on a des machines qui parlent, les LLM, mais elles peuvent même aussi exprimer une forme d'introspection qui semble avoir une certaine cohérence. C'est ce que montre cet article récent d'Anthropic qui est vraiment, vraiment fascinant. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais c'est hyper intéressant. Donc, au niveau du comportement, on a vraiment un écart qui se resserre. Et alors, il y a toujours effectivement le fait que votre physiologie est plus proche de la mienne que celle d'un LLM, mais même au niveau du fonctionnement interne, on ne comprend pas bien de toute façon le fonctionnement interne des LLM. On peut supposer qu'il est très différent, mais voilà, on en sait, c'est difficile de tout fonder simplement sur cette différence physiologique. En somme, l'évidence du toaster pour écarter la question de la conscience, ça ne tient plus aujourd'hui. Il faudrait qu'on ait une vraie théorie scientifique de la conscience pour avancer dans la discussion, mais on en est vraiment très loin dans l'état actuel des choses. Donc voilà, du coup, la conclusion qu'on devrait avoir sur ce débat, elle est plutôt modérée et sceptique. On ne sait pas si les systèmes d'IA actuels et encore moins futurs peuvent avoir une forme de conscience. C'est une conclusion qui est assez perturbante, mais c'est comme ça, c'est vraiment l'état de la littérature sur le sujet aujourd'hui. Résumé et conclusion, j'avais 3 questions. La première, est-ce que les LLM sont des perroquets stochastiques ? Non, il faut vraiment arrêter avec ça. J'espère que l'exemple que je vous ai donné vous a convaincu. Deuxième question, est-ce que les LLM est-ce que l'anthropomorphisme à l'égard des LLM est justifié ? Bien plutôt oui, les LLM ont très probablement une représentation interne d'une théorie de l'esprit, et donc les décrire au moyen de concepts psychologiques est approprié, au moins sur le plan fonctionnel. Et enfin,
le fait que les concepts psychologiques leur soient appropriés n'engage rien sur la question de la conscience qui reste largement ouverte. On ne peut pas affirmer avec certitude aujourd'hui qu'il n'y a aucune forme de conscience dans les LLM et encore moins dans les systèmes futurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'ai un peu dépassé, je suis désolé, mais c'est fini. Merci.